Avant toute chose, il est important de ne pas trop insister sur le caractère confidentiel de ce contenu. Ce qui suit est partagé à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Il s'agit d'une retranscription fidèle d'un témoignage présenté devant le tribunal fédéral dans le cadre du procès de Sean Diddy Combs, basé sur des sources jugées fiables. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé Keanu Reeves, l'un des acteurs les plus discrets et respectés d'Hollywood, à briser son silence légendaire? Quelle demande inhabituelle de Sean Combs l'a poussé à couper tout contact avec le producteur, allant jusqu'à envisager d'alerter les autorités? Et pourquoi ce témoignage est-il perçu comme un véritable coup de massue pour la défense de Diddy? Dans un rebondissement qui a secoué le monde du divertissement, Keanu Reeves, connu pour sa discrétion extrême et ses choix méticuleux d'associations professionnelles, a pris la parole dans ce procès fédéral. Pendant des décennies, il s'est construit une réputation d'homme intègre, humble et authentique, fuyant soigneusement les zones d'ombre de l'industrie et les figures controversées. Il n'a jamais cherché à attirer l'attention médiatique. Et pourtant, il s'est présenté devant la cour. Pas avec hostilité, mais comme un témoin réticent, poussé par une expérience si troublante qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Cette rencontre, à la frontière du personnel et du professionnel, l'a profondément marqué. J'ai toujours tenté de me concentrer sur mon travail et de préserver ma vie privée, a-t-il confié, visiblement tendu. Mais parfois, le silence devient un fardeau. Lorsqu'on est témoin de comportements qui menacent les plus vulnérables, se taire n'est plus une option. Keanu Reeves, avant d'accepter de témoigner, a pris le temps de consulter son entourage de confiance, notamment ses avocats. Cette fameuse rencontre, remontant à plusieurs années, il l'a décrit comme profondément dérangeante et sans précédent dans toute sa carrière à Hollywood. Si vous estimez que ces révélations méritent d'être entendues, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour suivre cette affaire de près. Le jour où Keanu Reeves a prêté serment, la salle d'audience s'est figée. Un silence pesant s'est installé. Les lumières au plafond semblaient pointer directement sur lui, révélant sur son visage une gravité palpable, celle d'un homme peu habitué aux projecteurs dans un contexte aussi tendu. Les avocats des deux parties se redressèrent sur leurs chaises, tandis que Diddy, assis à la table de la défense, gardait une expression soigneusement contrôlée qui ne trahissait aucune émotion. Personne ne s'attendait à ce que Keanu Reeves témoigne volontairement. La salle était tendue. Les regards se fixèrent sur la barre des témoins jusqu'à ce que Reeves s'installe à son siège. Sa posture habituellement détendue était désormais figée par une tension évidente. Des halètements résonnèrent dans la galerie. Même le juge parut momentanément interloqué par la gravité que Reeves apportait à la procédure. Aucune annonce, aucune déclaration écrite, juste Keanu Reeves s'apprêtant à parler d'un sujet qu'il aurait clairement préféré ne jamais aborder publiquement. Jusque-là, Reeves avait gardé sa distance habituelle avec les controverses et les scandales hollywoodiens. Mais quelque chose avait changé. Peut-être était-ce dû au témoignage de plus en plus nombreux d'autres témoins. Peut-être était-ce dû au fait d'avoir constaté des comportements présumés qui correspondaient à sa propre expérience. Peut-être était-ce dû au fait d'avoir reconnu que son silence risquait de provoquer davantage de dommages. Quoi qu'il en soit, Keanu Reeves avait fini par garder cette rencontre pour lui. Il ne témoignait pas en tant que célébrité. Il était là en tant que témoin d'un comportement qu'il trouvait profondément troublant de la part d'une figure influente du milieu. Et lorsqu'il a commencé à parler, la salle d'audience n'était pas préparée au contraste entre le ton habituellement discret de Keanu Reeves et le caractère dérangeant de ses propos. Car ce que Keanu Reeves a révélé à propos de son interaction avec Diddy, de sa demande inhabituelle et du contexte qui l'entourait n'était pas seulement étrange. Cela s'inscrivait dans ce que les procureurs établissaient comme un comportement contrôlant et manipulateur qui s'étendait aux relations professionnelles et personnelles de Diddy. Le procès avait commencé comme n'importe quel autre jour. La salle bourdonnait de conversations à voix basse. Les journalistes étaient recroquevillés dans leurs rangs respectifs, et les avocats chuchotaient des stratégies en attendant le témoin de moralité numéro 7 inscrit au rôle. Mais lorsque l'huissier a annoncé Keanu Reeves, la salle a changé. On aurait dit une mouche volée. Certains ont pensé à une erreur. D'autres pensèrent à une erreur d'identité. Mais la façon dont Keanu se dirigea délibérément vers la barre, l'air grave mais résolu, indiqua à tous que c'était bien réel. Le juge haussa un sourcil, et Diddy, qui examinait les documents avec son équipe juridique, leva soudain les yeux, son assurance habituelle vacillant un instant avant de retrouver son calme. Keanu prêta serment. Aucun contact visuel avec la défense. Il ne jeta même pas un coup d'œil en direction de Diddy. « Je comprends que ce témoignage puisse paraître inattendu », commença Keanu. «
J'ai toujours accordé de l'importance à la vie privée, la mienne et celle des autres, mais il y a de rares occasions où garder le silence ne sert à rien. Le juge l'a autorisé à poursuivre, et à partir de ce moment, le procès a basculé, car ce que Kinou allait dire ne s'inscrivait dans aucun récit médiatique. Ce n'était pas une rumeur sur les réseaux sociaux. C'était clairement quelque chose qui pesait sur sa conscience. Le procureur s'approcha respectueusement. « Monsieur Reeves, pourriez-vous, s'il vous plaît, parler au tribunal de votre relation professionnelle avec l'accusé ?» Kinou hocha la tête, sa prévenance habituelle se manifestant dans sa réponse mesurée. « Je connais Monsieur Combs de manière indirecte depuis de nombreuses années, grâce à des événements professionnels. Nous n'avons jamais travaillé ensemble directement. En 2018, nous avons tous deux assisté à un événement caritatif à Los Angeles. C'est là qu'il m'a contacté pour me proposer une éventuelle collaboration sur un projet de film que sa société développait. Et cette discussion professionnelle s'est-elle poursuivie au-delà de cet événement ? Le procureur a demandé. Oui, a répondu Kinou. À l'invitation de Monsieur Combs, j'ai accepté de le rencontrer à sa résidence de Los Angeles pour discuter plus en détail du projet. On m'avait dit que d'autres partenaires créatifs seraient présents. À mon arrivée, j'ai découvert qu'il n'y avait que Monsieur Combs et plusieurs membres de son personnel de maison. Le procureur a acquiescé. Et que s'est-il passé pendant cette réunion, Monsieur Reeves ? Kinou prit une grande inspiration, visiblement mal à l'aise face au caractère public de son témoignage, mais s'engagea à le fournir avec exactitude. La réunion commença normalement par des discussions sur le projet, mais dégénéra rapidement en ce que Monsieur Combs qualifia de test de loyauté et de connexion, indispensable selon lui avant toute collaboration. « Je travaille dans ce secteur depuis des décennies, dit-il. J'ai fait des rencontres inhabituelles. J'ai rencontré des personnalités excentriques. On m'a demandé de participer à des projets atypiques. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui se passa cet après-midi-là. » Il se tourna légèrement vers le jury, son malaise évident, mais sa détermination évidente. Ce qui avait commencé comme une réunion créative classique prit une toute autre tournure. Kinou a déclaré au tribunal que tout avait commencé, comme c'est souvent le cas à Hollywood, par une conversation informelle et du réseautage. L'affaire s'était déroulée par des canaux commerciaux apparemment légitimes. À en juger par leur présentation, il s'agissait d'un projet de film alliant musique et action. Collaboration classique dans l'industrie du divertissement. J'avais été contacté parce qu'il voulait donner une nouvelle dimension au projet, alors je n'ai pas remis en question l'invitation. Mais dès que Kinou est arrivé chez Didi, il a compris que quelque chose clochait. Le domaine appliquait des protocoles de sécurité particulièrement stricts. Tous les appareils électroniques étaient récupérés à l'entrée. Les stores étaient baissés malgré l'heure de midi. Dès que j'ai posé la question des autres partenaires créatifs censés être présents, on m'a vaguement expliqué qu'il y avait des conflits d'horaires. Cela aurait dû être le premier signal d'alarme. Ils ont dit que c'était pour des raisons de confidentialité, pour protéger l'énergie créative. Mais ils ressentaient autre chose, un environnement conçu pour le contrôle plutôt que pour la collaboration. Il fut conduit à travers une série d'espaces de plus en plus intimes de la maison. L'atmosphère devint de plus en plus tendue. Certains membres du personnel semblaient surveiller plutôt qu'aider. On avait l'impression que tout le monde suivait un script, sauf lui. Kinou a raconté qu'après une trentaine de minutes de discussion superficielle sur le projet, l'attitude de Didi avait radicalement changé. Il congédia son équipe d'un geste de la main, et une fois seul, il dit quelque chose comme « Le véritable critère pour savoir si quelqu'un appartient à mon cercle intime n'est pas le talent. C'est la confiance et la soumission à une vision. » La salle d'audience resta silencieuse tandis que Kinou poursuivait. Il m'a ensuite conduit dans une pièce adjacente où se trouvait une grande baignoire remplie d'eau. Il m'a expliqué que c'était l'eau dans laquelle il s'était récemment baigné et que tous les membres de son cercle intime participaient à ce qu'il appelait un rituel de purification, témoignant de leur volonté de ne faire qu'un avec son essence. Kinou marqua une pause, son malaise évident. Monsieur Combs m'a expliqué que se baigner dans son eau usée était une preuve de loyauté et de confiance en son énergie supérieure. Il m'a expliqué que de nombreuses personnalités du secteur avaient participé à ce rituel et que c'était en partie grâce à lui qu'elles avaient réussi. Il a poursuivi en reprenant les mots exacts de Didi. « Cette eau contient mon énergie, ma réussite, ma puissance. En vous y plongeant, vous montrez que vous comprenez la hiérarchie et que vous êtes prêt à assimiler ce que j'ai déjà béni. Tous ceux qui réussissent vraiment dans mon entourage l'ont fait. C'est comme ça que je sais qui croit vraiment. » Kinou a décrit sa réaction.
J'ai immédiatement et clairement décliné. J'ai indiqué que cette demande ne me convenait pas et que je préférais que notre relation reste strictement professionnelle. Monsieur Combes a d'abord semblé amusé par mon refus, comme s'il s'y attendait, mais qu'il était convaincu de pouvoir surmonter mes objections. La révélation la plus troublante est venue lorsque Kinou a décrit ce qui s'est passé ensuite. Alors que je m'approchais de la porte, indiquant que j'étais prêt à partir, l'attitude de Monsieur Combes a complètement changé. Il a dit « Vous ne comprenez pas comment ça marche. Personne ne refuse une opportunité qui lui est offerte. Demandez à n'importe qui dans le secteur quelles seraient les conséquences d'un manque de respect envers moi. » La menace n'était pas explicite, mais le sous-entendu était clair. Kinou a déclaré avoir suivi Didi jusqu'à la salle principale, espérant apaiser la situation et partir sans incident. Au lieu de cela, ce qu'il a vu l'a encore plus perturbé. Des photos étaient exposées, montrant diverses célébrités dans des situations étranges, apparemment rituelles. Certaines impliquaient des personnalités connues du secteur dans des situations apparemment inconfortables. D'autres semblaient avoir été prises à l'insu du sujet. D'autres encore étaient décrites par Didi comme sa police d'assurance contre la déloyauté. Il marqua une pause, gardant son sang-froid malgré un effort visible. Je ne comprenais pas vraiment ce que je voyais, et c'était déjà perturbant. Kinou continua d'une voix ferme, mais visiblement marqué par le souvenir. Après avoir refusé sa demande et m'être préparé à partir, Didi est devenu de plus en plus insistant, me disant des choses comme « Tu ne comprends pas l'opportunité que tu refuses », et cela m'a permis de maintenir ma position dans ce secteur pendant des décennies. Il pensait que la situation ne pouvait pas devenir plus inquiétante jusqu'à ce que Didi passe un appel téléphonique en sa présence. C'était sur haut-parleur. La personne qui a répondu s'est adressée à Didi avec une déférence inhabituelle. J'ai failli ne pas comprendre ce que j'entendais, mais la conversation portait clairement sur quelqu'un qui avait fait un mauvais choix récemment. Didi a dit quelque chose comme « Fais en sorte que la situation soit gérée de la même manière que la dernière fois. » Élimination complète, silence total. Il n'y avait aucune mention explicite de ce qui était en jeu, mais le contexte semblait menaçant. Kinou a témoigné que la menace implicite l'avait amené à réévaluer sa compréhension des rapports de force dans l'industrie. J'ai eu la chance de bénéficier d'une grande autonomie professionnelle. Cette conversation m'a fait prendre conscience que d'autres vivaient peut-être des relations beaucoup plus contrôlées et potentiellement coercitives. Lors de leur dernière interaction, avant le départ de Kinou, l'attitude de Didi a encore changé, devenant superficiellement amicale, mais teintée d'une tension sous-jacente. Il a dit quelque chose comme « Je respecte ton choix aujourd'hui, mais n'oublie pas que dans ce métier, les portes qui se ferment restent fermées. Réfléchis à quel côté de la porte tu veux être. » Sa déclaration était faite avec un sourire, mais sans aucune chaleur humaine. Il a dit que c'est à ce moment-là que la campagne de pression subtile a commencé. Je recevais des appels de diverses personnalités du secteur qui me posaient des questions sur mon problème avec Didi. J'ai maintenu des limites professionnelles. Puis, soudain, des rumeurs ont commencé à circuler, selon lesquelles j'étais difficile sur le plateau, j'avais des exigences déraisonnables, j'étais antisocial avec mes collègues. Je savais ce que c'était. C'était un effort coordonné. Didi n'avait pas besoin de me contacter directement. Il avait un réseau qui pouvait faire pression. Et donc, pendant des années, Kinou n'a rien dit publiquement. Il a poursuivi son travail, conservé son professionnalisme et s'est concentré sur des projets avec des collaborateurs en qui il avait confiance. Mais lorsque j'ai lu des rapports sur d'autres personnes placées dans des situations inconfortables, à qui on avait demandé de participer à des rituels inhabituels pour tester leur loyauté, j'ai reconnu le schéma par ma propre expérience. Il a balayé la salle d'audience du regard. Il ne se contentait pas de bâtir un empire commercial. Il créait un environnement où la conformité était attendue et où les questions étaient punies. Et c'est ce qui, selon Kinou, m'a finalement conduit au tribunal. Kinou marqua une pause, jeta un coup d'œil au jury et se pencha vers le micro. Ce n'était pas seulement cette étrange demande. C'était juste la partie la plus visible. Il a déclaré qu'à partir de ce moment, il avait constaté des changements subtils mais significatifs dans le développement de certains projets, l'échec soudain de certaines collaborations et la disparition d'opportunités spécifiques. Il a expliqué que des messages circulaient par divers canaux, rappelant que l'industrie est plus petite qu'on ne le pense et que la rupture des ponts affectait tout le monde autour de soi. Lorsqu'il gardait ses distances avec les projets et les associés de Didi, les choses changeaient en coulisses. Le lundi, je refusais de participer à un projet lié à Monsieur Combes, et le jeudi, j'apprenais qu'un projet sans rapport avec lui avait soudainement perdu son financement.
Il m'a dit que cela n'arrivait pas une ou deux fois. C'était devenu une habitude. Il n'avait pas besoin de proférer de menaces explicites. Il disposait d'un système qui le faisait pour lui. Son influence s'étendait aux studios, aux sociétés de production et au financement. Il savait qui appeler. Il savait créer des obstacles qui semblaient fortuits, mais qui suivaient un schéma clair et précis pour ceux qui ne correspondaient pas à ses attentes. La voix de Kinou restait ferme, mais prenait une intensité plus profonde. J'ai gardé le silence sur cette expérience pendant des années. Je me persuadais qu'il s'agissait d'un incident isolé, peut-être exagéré à mon avis. Mais ensuite, les allégations d'autres personnes ont commencé à faire surface. Il a dit que la première fois qu'il avait entendu des témoignages similaires de la part d'autres témoins, les parallèles l'avaient frappé. Puis j'ai reçu un appel de l'accusation. Non pas une convocation, mais une enquête. Ils ont dit, Monsieur Reeves, que plusieurs témoins ont décrit des expériences de demande rituelle impliquant de l'eau. Nous comprenons que vous puissiez avoir des informations utiles pour établir un comportement. Il a décrit un profond sentiment de responsabilité. Je ne savais pas que mon expérience serait pertinente pour une affaire plus vaste. Mais lorsque j'ai compris que d'autres personnes avaient vécu des situations similaires, voire plus extrêmes, tout s'est mis en place. Kinou a déclaré avoir passé plusieurs jours en profonde réflexion avant d'accepter de témoigner. La demande inhabituelle, les menaces implicites, la pression exercée par l'industrie. Il était clair que ce que j'ai vécu n'était pas un incident isolé ni un moment excentrique. Cela faisait partie d'une méthodologie. Il a dit que le point de rupture n'était pas la peur, mais une obligation éthique. J'ai compris que si je restais silencieux alors que d'autres se manifestaient au péril de ma vie, je serais complice de la perpétuation de ce comportement. Ma position dans le secteur m'offre une certaine protection dont d'autres pourraient ne pas bénéficier. Cette protection implique une responsabilité. Il a déclaré au tribunal avoir répondu à l'enquête du parquet après mûre réflexion. Je leur ai dit que j'avais une expérience directe de comportement qui semble correspondre au modèle sur lequel vous enquêtez. Je suis prêt à témoigner de ce dont j'ai été témoin. Il a regardé le jury. Je n'étais pas quelqu'un qui déclinait simplement une demande inhabituelle. J'étais témoin de ce qui semble être une approche systématique visant à établir le contrôle et la domination dans les relations professionnelles. Puis il jeta un bref coup d'œil vers la table de la défense, l'air non pas colérique, mais résolu. Le comportement décrit par d'autres témoins correspond à ce que j'ai personnellement vécu. Pour sa déposition finale, le juge a permis à Kinou de contextualiser son témoignage. Il est resté assis, son calme habituel ayant partiellement retrouvé. Il ne s'agit pas d'une demande inhabituelle, commença-t-il. Vous avez bâti votre carrière en créant l'illusion d'opportunités commerciales et créatives légitimes qui révèlent ensuite des attentes différentes. Vous appelez cela un rituel. Vous avez parlé d'un test de loyauté. Vous avez parlé d'une opportunité. Mais ce que j'ai observé était une tentative d'établir une domination et un contrôle. Les défenseurs chuchotaient à voix basse. Didi gardait son calme, même si son regard ne croisait jamais celui de Kinou. J'ai vu avec quelle rapidité une opportunité professionnelle pouvait se transformer en situation perturbante. J'ai expérimenté les subtiles manières d'exercer son influence pour forcer l'obéissance. J'ai observé comment le rejet d'exigences inhabituelles entraînait des conséquences coordonnées. Vous avez créé des systèmes où les gens sentaient qu'ils ne pouvaient pas dire non sans risquer leurs moyens de subsistance. Kinou a ensuite évoqué sa longue carrière dans l'industrie du divertissement. J'ai eu la chance de travailler avec des centaines de professionnels de la création au fil des décennies. Ce que j'ai vécu chez vous n'était ni une créativité excentrique ni un réseautage inhabituel. C'était fondamentalement différent. Kinou s'adressait directement au jury. Si vous pensez qu'il s'agit simplement d'une rencontre gênante ou d'une demande étrange, vous passez à côté du contexte général. Cela semble faire partie d'une méthodologie conçue pour identifier ceux qui pourraient être contrôlés et ceux qui résisteraient. Et ces systèmes reposent sur le fait que la plupart des gens préfèrent le silence au risque professionnel de s'exprimer. Il a ensuite reporté son attention sur le tribunal dans son ensemble. La demande de se baigner dans des eaux usées n'avait pas pour but la purification. D'après ce que j'ai entendu d'autres témoins, il semble qu'il s'agissait d'établir une dynamique psychologique où une obéissance inhabituelle se normalise. Il a terminé son témoignage et s'est assis calmement, attendant d'autres questions. Et l'a-t-il fait? Il a conservé son calme, mais l'assurance qui caractérisait ses comparutions au tribunal semblait diminuer.
car le témoignage d'une personne aussi réputée et crédible que Keanu Reeves n'était pas ce que sa défense avait anticipé. Lorsque Keanu a terminé son témoignage, il n'avait pas l'air triomphant. Il avait l'air d'avoir accompli un devoir civique difficile mais nécessaire. La tension était palpable dans la salle d'audience, s'interrogeant sur les implications de ces déclarations provenant d'une source aussi crédible. Même le juge semblait peser le témoignage avec une attention particulière. Certains jurés ont été visiblement affectés par ce récit, et l'équipe de défense était déjà en pleine consultation sur la manière d'aborder le contre-interrogatoire. Keanu n'a pas communiqué avec la presse à sa sortie. Il n'a fait aucune déclaration et n'a pas prêté attention aux caméras. Il a quitté le tribunal avec la même réserve digne qui a caractérisé son image publique tout au long de sa carrière. Interrogé plus tard par des journalistes pour savoir s'il craignait des conséquences professionnelles, il aurait répondu que certaines questions transcendaient les considérations professionnelles. C'était l'un d'eux. Mais en dehors du tribunal, Hollywood commençait seulement à en évaluer les conséquences. Les dirigeants des studios ont tenu des réunions d'urgence. Les équipes de relations publiques ont rédigé des communiqués d'urgence. Des personnalités du secteur, connues pour leur lien avec Diddy, ont commencé à publier des déclarations soigneusement formulées, exprimant leur choc et leur réévaluation de leur relation. À huis clos, des équipes de gestion de crise ont été mobilisées. Les attachés de presse ont conseillé à leurs clients de se distancier de l'affaire. Et tandis que de nombreux initiés du secteur tentaient de créer la surprise, les réseaux sociaux faisaient déjà le lien entre les rumeurs passées et les témoignages actuels. D'anciennes interviews où Diddy évoquait ses tests de loyauté étaient réexaminées. Les interactions sur le tapis rouge, où certaines célébrités semblaient mal à l'aise en sa présence, ont pris un nouveau sens. Et surtout, les réseaux de rumeurs, bien ancrés dans l'industrie, concernant des rituels inhabituels chez certains acteurs influents, ont gagné en visibilité. Le public n'a pas été seulement choqué par ces allégations. Ils ont été particulièrement touchés par le fait qu'une personne aussi intègre que Keanu Reeves et peu encline à s'impliquer dans la politique du secteur se soit senti obligé de témoigner. Le fait que cet acteur, habituellement réservé, ait choisi de parler publiquement d'une rencontre aussi étrange conférait une crédibilité extraordinaire au récit de témoins moins connus. L'ère du pouvoir inconditionnel des titans de l'industrie se trouvait confrontée à un sérieux défi. À mesure que l'affaire évolue, nous vous fournirons les informations les plus précises possibles. Si vous avez trouvé ce rapport instructif, n'hésitez pas à aimer notre chaîne et à vous y abonner. Car lorsque même les personnalités les plus discrètes et respectées d'Hollywood se sentent obligées de s'exprimer, nous devons tous être attentifs à ce qu'elles disent.